tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture. Je suis Alexis Brod, vous regardez le premier coin lecture d'octobre 2024. Bonjour ma poupou. La poupou vient de me sauter sur les genoux. Terrible, absolument terrible, ça va? Ça a l'air d'aller. Et si on me parlait de livres? Et vous allez voir, fun fact, fait rigolo aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je vérifie vite fait, non c'est ça, j'ai raison. Je n'ai lu que des livres écrits par des femmes dont le protagoniste et la protagoniste est une femme ce mois-ci. Total accident, à l'exception d'un, mais dont on parlera pas aujourd'hui, on en parlera dans 3 semaines, pardon, dans 2 semaines ou dans 3 semaines, probablement dans 3 semaines, parce que c'est le livre du club du coin lecture, c'est la lecture commune du club du coin lecture, et donc je l'ai pas choisi, mais les 4 autres c'est des livres écrits par des femmes et mettant en scène des femmes. Et nous allons donc commencer, je vais vous présenter les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus le mois dernier. En l'occurrence, j'ai commencé par Les Chants de la Lune de Catherine Dufour. Un immense merci aux éditions Robert Laffont qui m'ont envoyé ce livre. Ça fait très plaisir, d'autant que j'ai une dédicace de Catherine Dufour au début, ce qui est extrêmement cool et j'en suis assez fier. Voilà, je le cache pas, je me fais mousser un peu parce que c'est... je suis content, donc quand on est content, on dit qu'on est content. Quatrième de couverture, résumé sur la quatrième de couverture. Moisson au clair de la Terre. Puisqu'il faut trouver une autre planète habitable, pourquoi pas la Lune? Parce que c'est pas une planète. Bah non, il s'est encore éteint. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour les gens qui écoutent le podcast, là, il y a mon projecteur qui vient de s'éteindre 2 fois. Puisqu'il faut trouver une autre planète habitable, pourquoi pas la Lune? Mais la vie est rude, sous le feu blanc du soleil. À l'abri de son dôme agricole, près du cratère Lalande, une fermière regarde les moissons et les générations s'élever et retomber comme les marées terrestres. Le soir, au clair de la terre, elle parle avec son chat des fièvres qui frappent les humains, des fissures qui menacent la survie de la ferme, des enfants saisis par l'appel du vide, des robots fous et des fleurs dans la mer de la tranquillité. Son quotidien bascule le jour où on lui confie le soin d'une petite fille à la main verte. Qui fera éclore l'autre? Catherine Dufour est une écrivaine multiprimée, ingénieure en informatique. Elle donne des cours à Sciences Po Paris et écrit des chroniques pour Le Monde diplomatique et des essais chez Fayard. C'est quelqu'un qui est très occupé, Catherine Dufour. Elle est l'une des fondatrices du collectif d'auteurs et autrices. Ils ont écrit auteur.e, enfin point médian E, je préfère dire autrice, de science-fiction Zanzibar. Alors j'ai découvert Catherine Dufour cette année avec Danse avec les lutins, qui était dans le calendrier de l'Avent que m'a offert Camille, le calendrier de l'Avent de livres que m'a offert Camille l'année dernière. Ça avait été un coup de cœur, hein, Danse avec les lutins, je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour Les Chants de la Lune, auquel j'ai tout de même mis la note de C+. Alors... qu'y a-t-il à dire? En fait, il y a pas mal de choses à dire, et surtout beaucoup de qualité, en fait. Et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que je regrette de pas avoir été plus sensible au livre en tout, parce que je remarque énormément de qualité, notamment dans le style. Alors le style, ça a pas changé par rapport à Danse avec les lutins. On est sur un style qui est impeccable, qui est un vrai sens de la formule, un vrai travail sur les mots, sur les phrases, un champ lexical de la végétation absolument dingue. Quand on sait que ça se passe sur la Lune, en fait, il y a une espèce d'antithèse qui te transporte quelque part. Tu te dis ouais, mais enfin voilà, là il y a un contraste qui donne vraiment du corps au livre. Et ça fait ça te fait éprouver quelque chose, quoi. J'ai du mal à mettre exactement les mots sur ce que je ressens. Mais le livre a une grosse identité, quoi, si vous voulez. Le livre a une identité qui est caractérisée. La protagoniste... Alors, la protagoniste, en fait, elle est très bien caractérisée, mais ça joue un peu contre elle. Dans le sens où, quand le livre commence, ce sont des rapports scientifiques, si vous voulez. Je vais vous lire le tout début, comme ça vous allez voir comment ça commence. La ferme Lalande, une ferme sur la face bleue. Longtemps, les rapports de la ferme Lalande ont commencé par RFL 2612 2324 TI plus 8 degrés Celsius, TE plus 123 degrés Celsius, TR 1,3 micro SV par heure, je ne sais pas ce que c'est SV comme unité, AS 237-20. Dernièrement, on m'a demandé d'améliorer le confort de lecture des destinataires de mes rapports, on m'a demandé de télécharger une bibliothèque et de m'en inspirer pour rédiger davantage en apportant un soin particulier à la contextualisation. Trim m'a expliqué, tes rapports sont trop techniques, en plus on n'y comprend rien si on n'a pas tout lu depuis le début. Miaou. Ce chat est meilleur que moi en relationnel, je vais donc essayer dans mes rapports d'aller au-delà des faits. Il est vrai que les faits sont répétitifs, mais je dois en user car je ne dispose de rien d'autre. Début du rapport, je commence ce rapport au 26e jour du 12e mois de l'an 2324 à la ferme Lalande. Sous le dôme de la ferme, c'est l'hiver. J'ai abaissé la température intérieure à 8 degrés centigrades. Dehors, donc c'est pas Celsius, c'est centigrades, pardon. Dehors, le soleil est levé et déverse sa lumière blanche sur les grandes plaines de la Lune. La température extérieure s'élèverait à 123 degrés centigrades s'il y avait des atomes pour s'échauffer, mais il n'y a que le vide. Ça, c'est la première page. Donc vous voyez, on a un style qui est très froid.
très carré, professionnel, scientifique. Je pense pas vous spoiler, étant donné la 4e de couverture, je pense pas vous spoiler en vous disant qu'elle va découvrir peu à peu son humanité via la rencontre donc avec cette petite fille, via plein de choses qui vont lui arriver, qui vont la confronter à son absence d'émotion. Pour moi, c'est plus deux choses, c'est plus l'atmosphère, c'est-à-dire la lune, les plantes et la population, la description, si vous voulez, en creux de ce futur de science-fiction, finalement, que Catherine Dufour nous peint. Moi, ça m'a vraiment intrigué, intéressé. Voir qu'il y avait différentes colonies, que les gens habitent sous la lune à cause des radiations du soleil, sous la surface de la lune. Plein de détails comme ça, mais vraiment plein de choses qui construisent vraiment un univers de SF. Le truc, c'est que pour moi, le roman avance main dans la main entre la description de l'univers et le drame personnel, l'évolution de la protagoniste. Et malheureusement, étant elle-même assez détachée de ses émotions, je me suis pas mal détaché de ses émotions aussi. Et du coup, j'ai eu du mal à être investi dans le parcours de la protagoniste, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, Elle Jarline. La protagoniste s'appelle Elle Jarline. Je viens de bugger sur la couverture qui est absolument magnifique et je m'en étais pas rendu compte. Couverture que vous voyez ici, vous. C'est... Ouais, elle est vachement bien, cette couverture. En fait, elle est vachement bien parce qu'elle correspond énormément à l'image mentale que j'avais de l'histoire. Ouais, c'est cool. Je regrette de pas avoir été plus investi. Et là, pour le coup, je pense que c'est entièrement de ma faute parce que Catherine Dufour écrit très bien. En fait, mon vrai regret, c'est que j'ai compris à la fin beaucoup de choses qu'il aurait fallu que je comprenne tout du long. À la fin, l'autrice, via la narratrice, nous dit « Ah oui, mais je suis passé par ça, et ça a fait ça, et en fait, tout ce que j'ai vécu, tout a mené à ça. » Et je me suis dit « Ah merde, j'avais pas compris. » C'est-à-dire que à la fin, le personnage comprend quelque chose que moi, j'avais pas compris. Et du coup, je me dis « Ah oui, merde, j'aurais aimé le comprendre. J'aurais été plus investi si j'avais compris. » Et bon. Donc je vais pas dire déception, parce que c'est le 2e livre de Catherine Dufour que je lis, et j'y ai retrouvé une plume, quoi. J'y ai retrouvé un vrai savoir-faire que j'avais adoré. Petit regret que celui-là, je sois un peu passé à côté. Voilà, mais après, j'ai toujours très envie de découvrir la bibliographie de Catherine Dufour. Ça se fera, et je suis content d'avoir lu celui-ci. Je vous le recommande quand même, notamment pour les amateurs de hard SF, parce que là, pour le coup, Catherine Dufour, elle s'est vraiment renseignée de ouf. Enfin, tu sens que le sujet est maîtrisé, potassé, quoi. Non seulement en termes de botanique, mais en fait en termes de bio d'une façon générale, parce qu'elle parle beaucoup plantes, parce que la protagoniste s'occupe d'un jardin, mais elle parle aussi beaucoup d'animaux, survie des animaux sur la Lune, qui survit pas, qui disparaît pas. Vous vous en doutez, la Terre est dans un état catastrophique, mais tu sens qu'il y a aussi eu un vrai taf de recherche, un vrai taf de cohérence en termes astrophysique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Moi, en tout cas, ça me semble très carré. Après, moi, j'y connais rien. J'y connais très peu, très peu. Mais ça donne... La façon dont elle en parle et la façon dont elle construit son roman, ça donne très envie d'y croire, quoi. Enfin, pour moi, on y était, quoi. Donc, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour Catherine Dufour. Malheureusement, j'aurais aimé vous dire que ça a été un gros coup de cœur. Ce n'est pas le cas, mais ça a quand même été une lecture agréable que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, qui s'appelle Becky Lynch. Hop là, Becky Lynch, The Man, Not Your Average Girl, dit-il avec son pire accent français. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les mémoires de Becky Lynch, de son vrai nom Rebecca Quinn, qui est une catcheuse. C'est un livre que j'ai acheté en anglais parce qu'il n'a pas été traduit en français. Pourquoi je l'ai acheté et pourquoi je l'ai lu en anglais alors que je ne lis pas de livres en anglais d'habitude ? Pour plusieurs raisons. D'une part, ça fait un moment que j'ai envie de lire des bios de catcheurs, ou de catcheuses en l'occurrence, parce que c'est un univers qui me passionne, vous le savez. Il y en a quelques-unes qui ont une très bonne respiration, la meilleure étant Have a Nice Day de Mick Foley, qui est très souvent cité comme la meilleure biographie autobio parlant du monde du catch. Mais Becky Lynch est une de mes catcheuses préférées dans le sens où c'est une de mes personnalité de catch préférée. Le monde du catch est un monde un peu bâtard qui évolue vraiment beaucoup entre la réalité et la fiction. Ils sont plus côté fiction, évidemment, mais ils sont quand même beaucoup impliqués dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils portent, dans ce qu'ils incarnent. C'est pas comme un acteur qui, une fois que le film est fini, une fois que la pièce est jouée, va tomber le costume et passer à autre chose. Les catcheurs restent leur personnage pendant des mois, des années, alors uniquement à la télé, uniquement dans les house shows, donc les shows non télévisés, uniquement sur le ring et pendant les interviews. Le reste du temps, ils sont Rebecca Quinn, Colby Lopez, le vrai nom de Seth Rollins. Jamais appelé un catcheur par son vrai nom, c'est cringe, mais c'est super cringe quand tu t'adresses à lui, évidemment. Et Becky Lynch, ce que je devine de Rebecca Quinn derrière le personnage de Becky Lynch me parle vraiment énormément. C'est-à-dire qu'il y a des catcheurs dont j'adore le travail,
J'adore les matchs, j'adore les promos, j'adore le personnage, j'adore... voilà. Mais ce que je devine d'eux, je tiens pas à savoir plus. The Undertaker, par exemple. The Undertaker, énorme légende sur le ring, probablement un de mes catcheurs préférés, j'ai pas fait de liste de mes catcheurs préférés, en termes de personnage, voilà. Mais Mark Calaway, qui interprète le personnage de l'Undertaker, pas spécialement envie de savoir ce que t'as à dire, en dehors de la sphère très fermée du catch. Becky Lynch, en revanche, passionnante, à bien des égards, et sa bio est... Pardon, je vous ai même pas donné sa note, je crois que je suis allé sur un A1. Un A-, oui, parce qu'elle a un défaut. Elle a un défaut. Un A-, largement mérité, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit un bon petit livre sur le catch, à devoir vous dire ouais bah écoutez, j'ai lu un livre sur le catch parce que j'aime le catch, voilà, bon bah pour les amateurs de catch c'est bien, pour plein de gens c'est bien. Pour plein de gens c'est bien, pourquoi? C'est très inspirant déjà d'une part de voir cette gamine irlandaise comprendre qu'elle aime le catch, mais vraiment tu sais tomber amoureuse du catch par accident et gravir les échelons, c'est petit à petit, mais comme c'est un monde qui est très fermé, la voir se rapprocher un tout petit peu plus de son rêve à chaque fois, c'est quelque chose de super inspirant. Il y a un petit truc que je reprocherais moi au livre, mais parce que je ne sais pas et je suis sceptique, je suis naturellement sceptique. Elle parle pendant tout le livre que son rêve a toujours été d'être dans le main event de WrestleMania. Je vous traduis pour ceux qui connaissent pas le jargon. Main event, c'est le dernier match d'un show. C'est le match le plus important, main principal, event événement, donc main event c'est le match le plus important du show, donc celui qui a lieu en dernier, le clou du spectacle on dirait en français. Et WrestleMania c'est le show le plus important de l'année. Il le compare souvent au Super Bowl américain. En français, je sais pas ce qu'on aurait d'aussi important, enfin c'est le gros événement de l'année. Celui qui fait bouger le plus de monde, celui qui a le plus de communication. En fait, le match où se concluent toutes les histoires de l'année et où d'autres histoires commencent. Si on voit le catch comme une longue série, ce serait l'épisode final d'une saison pour commencer une autre saison. Et elle disait que son rêve c'était d'être dans ce match-là, le match le plus important de l'année. J'en doute très fort. Pourquoi j'en doute très fort? Parce qu'il se trouve que Becky Lynch a été la première femme à remporter le main event de WrestleMania. La toute première femme, 2019. Ouais, 2019. Toute première femme à remporter le main event de WrestleMania. Pourquoi? Parce que c'est le premier main event féminin de l'histoire de la WWE. Premier main event de WrestleMania féminin de l'histoire de la WWE. C'est-à-dire que la compagnie existe depuis les années 60, si on compte toute la préhistoire de la WWE. Et ils se sont rappelés qu'ils avaient des femmes en 2019. J'exagère. Mais globalement, le catch féminin n'était même pas digne de... Si tu veux, s'il y avait un match féminin à WrestleMania, c'était déjà bien. C'était déjà... Voilà, elles avaient fait leur taf. Il y avait tout le show, le vrai show, et puis il y avait le show féminin, parce que tout de même, il y a des femmes. Donc allez-y, faites votre truc. Pendant ce temps-là, le public va aller faire pipi, et puis ils vont revenir, et puis le show va reprendre. Franchement, je caricature à peine. Ça n'a pas été le cas pendant toute l'histoire de la WWE. Il y a eu des fois où le catch féminin était un peu plus considéré, mais Becky Lynch en parle super bien d'ailleurs. Elle voulait pas spécialement travailler à la WWE quand elle était jeune, parce qu'elle se disait, moi je veux pas être ça, je veux pas être un mannequin qui fait des matchs où le but du jeu c'est de se dessaper, authentique stipulation qui existait vraiment à la WWE à l'époque, des matchs qui s'appelaient les matchs Bra and Panties, dont le but du jeu était de faire en sorte que son adversaire finisse en petite culotte et soutien-gorge. Bon, moi quand j'ai découvert ça, j'étais ado, donc j'avais pas le recul, si vous voulez, pour me dire que c'était peut-être un peu dénigrant, peut-être un peu. Je viens d'imaginer les catcheurs être dans ces matchs-là. Genre, The Undertaker contre Kane dans un match en slip. Le premier des deux qui arrive à mettre l'adversaire en slip a gagné. Mais ça marche pas pour la plupart des catcheurs parce que la plupart sont déjà en slip. Ah, terrible. Bref, Becky Lynch dit ça. Elle disait, moi quand j'étais jeune, je voulais travailler soit à TNA, qui avait une division féminine beaucoup plus libre de s'exprimer, beaucoup plus libre de catcher, quoi, tout simplement. Soit travailler au Japon, qui là était le rêve ultime. Le Japon a une scène féminine absolument vivante, quoi. Enfin, absolument... Je sais pas le mot ne me vient pas. Bref. Le catch féminin, c'est quelque chose qui fonctionne très bien au Japon. Il y a même une compagnie qui s'appelle Stardom, qui est 100%, dont les catcheuses, en tout cas, sont toutes féminines. Je vais pas dire 100% parce que je suis pas sûr que les arbitres, les officiels, tout ça machin, soient des femmes. En tout cas,
celles qui catchent sur le ring, ce sont toutes des femmes. Et donc Becky Lynch voulait être là-dedans. Et Becky Lynch a fait partie avec d'autres catcheuses, dont c'est des noms qui vont pas vous parler, donc ça sert peut-être à rien que je vais les dire quand même, mais Charlotte Flair, Bayley, Sasha Banks, Paige, Asuka, toutes ces femmes-là ont fait partie de ce qu'ils ont appelé à la WWE la révolution féminine. C'est-à-dire, venez, on considère que le catch féminin est aussi important que le catch masculin. Alors, on n'y est pas, on n'y est pas, et il y a encore du taf, mais il y a eu un énorme progrès de fait ces 10 dernières années, ces 7 dernières années, Il y a eu un net progrès de fait ces derniers temps sur la considération du catch féminin. Et Becky Lynch a été un des piliers, un des membres fondamentaux de cette évolution-là. Et c'est là que j'ai... Alors d'une part, voilà, donc je disais, je doute qu'elle ait toujours voulu être dans le main event de WrestleMania parce que pour moi, c'était pas un rêve qui était accessible. C'est-à-dire, alors tu me diras, un rêve, ça n'a pas besoin d'être accessible, mais pour moi, ça revenait à vouloir marcher sur le soleil, à vouloir voler sans aucun matériel, à vouloir voler de ses propres bras. Je vois pas comment une femme aurait pu rêver de ça dans les années 2000. Je vois vraiment pas. Il y a eu des années où les matchs féminins à WrestleMania, c'était une Battle Royale, c'est-à-dire qu'ils envoyaient tout leur roster féminin, allez-y, faites rien du tout. Il y a même une année où ils ont fait remporter la Battle Royale féminine de WrestleMania par un mec déguisé en femme. En mode « c'est rigolo, regardez !» Ah, mais ce n'est pas une femme. Oh là 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 là. Et donc là où il y a un autre défaut, d'après moi, dans cette autobiographie, c'est que Becky a tendance à manquer beaucoup de confiance en elle. Ce qui est très engageant quand il s'agit de la personnage, c'est-à-dire très engageant quand il s'agit de Rebecca Quinn, la gamine qui va surmonter tous les obstacles. C'est très bien qu'elle ait besoin d'apprendre à avoir confiance en elle. Au passage, elle raconte aussi le début de sa romance avec Colby Lopez, qui est Seth Rollins, qui est un autre catcheur, et c'est super touchant parce qu'ils ont vraiment, on dirait vraiment une rom-com, enfin c'est adorable. Ça, rien que pour ça, ça vaut le coup de le lire. Donc il y a le manque de confiance en elle de la protagoniste, mais après, il y a aussi le manque de confiance en elle de l'autrice, de la narratrice. Et là, on a un problème, parce que c'est un peu frustrant, si vous voulez, de voir qu'on a l'impression que Becky Lynch, elle avait de la chance d'être au milieu de toute l'histoire quand le catch féminin commençait à être pris au sérieux à la WWE. Alors que c'est pas une question de chance, elle a été indispensable pour que ce mouvement apparaisse et fonctionne à ce point-là. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si c'est elle qui a remporté le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania. Et le fait qu'elle en parle souvent comme oh, je savais pas trop ce que je faisais là, j'ai eu vraiment de la chance et tout. Alors de la chance, oui, mais la chance, elle l'a provoquée aussi. Donc ouais, un peu frustrant ce manque de confiance en elle qui m'a souvent fait me dire je connaîtrais pas l'histoire, je me dirais ouais, mais alors t'arrêtes pas de dire que tu voulais un changement dans le catch féminin, t'as fait quoi exactement? Parce que tu donnes l'impression que toi t'as rien fait, qu'il y a les gens autour de toi qui ont fait des trucs et que toi t'étais là pour en être. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, Becky Lynch a été une actrice fondamentale de ce mouvement-là. Et c'est un peu à son propre détriment. Mais ça a été une lecture vraiment très passionnante, vraiment passionnante. Elle a un style mais en fait qui lui ressemble, il y a un style qui est drôle, qui est pétillant, qui est empreint. Ce que j'ai écrit sur Goodreads, à la fin de la lecture, j'avais l'impression de m'être fait une pote. C'est trop bien. C'est vraiment, j'avais envie de faire dédicacer mon livre par Becky Lynch. Sûr, si un jour je la vois, je vais lui demander une dédicace ou je vais lui dire hey, comment ça va? parce que elle réussit vraiment à avoir un ton très naturel, très amical. Et ouais, enfin c'est passionnant. C'est passionnant si jamais vous avez envie de découvrir cette histoire du développement du catch féminin à la WWE par le prisme de l'une des figures majeures de ce mouvement-là. C'est vraiment une lecture super agréable. Si vous avez envie de découvrir une histoire de dépassement de soi et d'accomplissement, parce qu'en plus, non seulement elle va dans le main event de WrestleMania, mais en plus, après, un an plus tard, elle tombe enceinte, elle devient mère, et là encore, c'est un accomplissement dont elle est super fière. Enfin, c'est vraiment une belle histoire, son histoire, quoi. Et ouais, il y a même un moment où j'ai failli chialer, mais je vous spoil pas, c'est passionnant. C'est passionnant. Si vous êtes un amateur de catch, je vous le conseille à 100%. Si vous n'êtes pas un amateur de catch, je vous le conseille à un solide 70-80% parce que c'est une lecture très engageante, très intéressante, très motivante. Enfin voilà, moi ça a été un énorme kiff. Un énorme kiff. Et parlant d'énorme kiff, est-ce que je vous ai déjà parlé de Lou Luby Racine? Attention surprise, je crois que c'est seulement un B+. C'est un B+. Oh bah qu'est-ce qui s'est passé?
Pardon. Résumé sur la 4e. Rose, qui a les cheveux crépus, rêve de les avoir lisses. Elle sera prête à tout pour se conformer aux normes sociales et échapper au sexisme et au racisme, quitte à gommer son identité métissée. Entre récits de vie et enquête, une BD sur l'acceptation de soi et de ses origines. Bon, bah la 4e a tout dit. Super couverture. Très jolie couverture. Merci Delcourt pour cette couverture absolument incroyable. Alors, c'est un sujet dont je suis assez éloigné. D'une part parce que je suis blanc, d'autre part parce que je suis un homme, et d'autre part parce que les cheveux, ça fait un moment que ce n'est plus un sujet qui me concerne. Et justement, c'est pour ça que ça a été très intéressant. C'est-à-dire que ça, pour le coup, c'est une BD que je vous suggère extrêmement fort si vous êtes comment... En fait, plus vous êtes concerné, concerné, on est tous concernés, plus vous pouvez vous y identifier, plus je voulais vous la suggérer très fort, parce que vous allez avoir une connexion émotionnelle très forte avec le personnage de Rose, parce que Lou Luby est une très bonne autrice, c'est-à-dire que souvent je l'ai entendu, je l'ai vu et je l'ai entendu dire sur Instagram, non, ce n'est pas autobiographique, c'est pas autobiographique, il y a certains points c'est un sujet qui me concerne, dit-elle, c'est un sujet qui me concerne, mais non, ce n'est pas autobiographique, parce que j'ai pas les cheveux crépus, j'ai les cheveux bouclés, je crois, je sais plus. Oui, je suis créole, mais je n'ai jamais été dans telle ville, je n'ai jamais fait telles études, bref, elle est obligée de faire la nuance entre son personnage et elle, mais c'est parce qu'en fait elle met tellement de vie dans sa protagoniste, je suis pas très surpris que les gens pensent que dis donc, c'est un pseudo mais en fait c'est toi. C'est un peu comme Baptiste Beaulieu dans Où vont les larmes quand elles sèchent. Là pour le coup, bon, je pense que c'est quand même pas mal Baptiste Beaulieu. Là, non ouais, c'est pas Lou elle-même, mais je suis pas surpris que les gens pensent ça, parce que elle est très douée pour écrire des personnages, pour écrire ses protagonistes. Je me souviens avoir pensé pareil pour La fille dans l'écran, mais il n'y a pas une part de biographie, ou d'autobiographie, et je me souviens que si je l'ai pas pensé pour un poisson comme un oiseau dans un bocal, c'est parce que sur la couverture il y a écrit portrait de surdoué, donc je me dis donc c'est pas et puis elle dit dans la BD de qui elle parle, elle dit qu'elle a interviewé des gens bref, il y avait aucun moyen de penser qu'elle pouvait parler d'elle, mais en fait, c'est la rançon du talent, j'ai envie de dire. Voilà, elle est très douée pour écrire des personnages. Donc voilà, plus vous ressemblez au personnage principal, plus vous allez avoir une connexion émotionnelle forte, parce que c'est des descriptions de vie de tous les jours qui sont très pertinentes. Évidemment, c'est Lou Luby, donc c'est hyper bien renseigné. Il y a une liste de sources à la fin du livre, mais des sources c'est très détaillé, quoi. À la page près? Nope, pas à la page près. Pourrait taffer un petit peu plus tout de même. Je plaisante, évidemment. Elle n'a pas besoin de citer la page, c'est déjà énorme qu'elle cite les livres. Enfin, les livres ou les émissions, les trucs, quand elle cite quelque chose. Bon, typiquement, je vais vous donner un exemple. Donc, il y a des scènes de vie, mais il y a aussi des scènes de... Ça que j'aime beaucoup dans le style de Lou Luby, c'est que t'as l'évolution du personnage de Rose, qui va chez des coiffeurs, qui change d'école, qui évolue dans la vie, et qui a un rapport à ses cheveux qui est très conflictuel, voilà, qui a un problème avec ses cheveux, mais des fois, Lou va interrompre la narration pour donner des... J'adore son style. Je vais le dire, elle dit sur Insta qu'elle aime pas dessiner, que c'est pas quelque chose dont elle tire une satisfaction, et ben c'est très frustrant parce que j'adore son style. Mais bon, c'est tant pis, c'est ok. Voilà, typiquement, il y a ce genre de page, là vous allez pas voir grand chose, mais il y a ce genre de... Puis surtout si vous écoutez en podcast, vous allez rien savoir, vous allez pas du tout savoir de quoi je parle, mais on peut voir sur la page de gauche un hiéroglyphe égyptien avec des cheveux tressés, et la légende dit, le texte dit, les premières tresses datent au moins de l'Égypte antique. Ensuite on voit 4 têtes de personnages avec des coiffures différentes. Les coiffures africaines sont très élaborées et ont de multiples significations, 2 points, et ensuite des bulles qui renvoient aux personnages différents. Pardon, il y a 5 personnages, il y en a un qui est à part, c'est pour ça que je l'ai pas compté. Un âge, un genre, disent chacune des bulles en précisant de quel personnage il s'agit. Un âge, un genre, un statut social, un nom de famille, un jour de fête, et la dernière image qui est un peu isolée dit « À Madagascar, c'est seulement en deuil que les femmes laissent leurs cheveux lâches ». Bref, très intéressant en plus d'être très vivant, mais plus vous êtes éloigné de ce schéma-là, plus vous êtes un homme blanc à cheveux lisses, ou un homme blanc qui a pas de problème avec ses cheveux, et je me compte comme un homme blanc qui a pas de problème avec ses cheveux, c'est-à-dire que mes cheveux ne sont plus un problème, plus ça va être une lecture que je vous recommande aussi, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que c'est super important de savoir comment vivent les gens qui ne sont pas nous,
ça c'est évident. Et le fait d'apprendre qu'il y a des gens qui peuvent mettre 200 balles par mois dans leur coupe de cheveux, si tu veux, ça c'est un truc contre lequel j'aurais pas pu m'insurger il y a 15 jours, parce que pour moi, dont les cheveux ça consiste à un coup de tondeuse régulier, je dis ça, mais Camille Camille c'est un passage chez le coiffeur aussi régulier, ma fille aussi c'est un passage chez le coiffeur de temps en temps, donc ouais, c'est pas quelque chose que je pouvais envisager si tu veux. Et maintenant que je l'ai envisagé, si tu veux, ça change ton regard par exemple sur le fait que, j'ai oublié son nom, mais sur le fait que la cantatrice qui a été choisie pour chanter l'hymne national à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je trouvais déjà ça cool que ce soit une personne racisée, mais je trouve ça extrêmement cool maintenant que ce soit une personne racisée avec des cheveux crépus. Ses cheveux doivent être crépus, hein, j'imagine, parce que je suis pas carré sur les termes. Je me dis, tu vois, c'est des trucs dont je pouvais pas avoir conscience. Et maintenant que j'en ai conscience, je me dis, c'est des problématiques de société desquelles, dont je ne savais rien, et pourtant la société j'en suis quoi. Je trouve ça hyper important d'ouvrir les yeux sur des problématiques qui sont, j'allais dire qui sont invisibles quand tu t'y intéresses pas. Est-ce qu'elles, là les mots sont probablement mal choisis là, parce qu'elles sont pas invisibles elles sont pas invisibles parce que tu les regardes pas qu'elles sont pas là quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, ça attire ton attention sur quelque chose que tu n'aurais pas remarqué. C'est comme, tu peux pas avoir la bonne réponse à une question que tu ne te poses pas, et tu peux pas te poser une question si tu ne sais pas qu'il y a une question à se poser. Et lire ce genre de livre, qui est en plus un régal, je veux dire, vous devriez pas bouder votre plaisir, lisez Lulubi, lisez tout Lulubi, c'est authentiquement une de mes autrices préférées. Et du coup, la langue française étant ainsi faite, je suis obligé de préciser, tout genre confondu. Et ouais, donc non seulement ça ouvre tes yeux sur plein, mais sur plein de choses, parce que cette question des cheveux, il y a une notion de sexisme, il y a une question de racisme, mais ça parle aussi de troubles psy via la dysmorphophobie, ça parle d'énormément de choses, de l'impact du colonialisme sur notre vision des cheveux, c'est des trucs que moi j'aurais jamais pu voir venir. Bonjour. Ça va et toi ? Donc j'ai été interrompu par un petit lutin. Je sais plus ce que je disais. Voilà, quelle que soit votre situation, qui que vous soyez, je vous le suggère très très fort, parce que c'est Lulubi, parce que c'est à la fois très renseigné, très sensible, très drôle, très clair. C'est quelqu'un dont j'admire très sincèrement le travail, Lulubi. Donc je pense pas pouvoir vous dire un jour cette BD là, Lulubi, je vous la suggère pas spécialement. Mais en plus, tu vois, c'est très intéressant d'un point de vue social aussi. Enfin, il y a toujours une bonne raison de lire Lulubi, qui que vous soyez. Et quel que soit quelles que soient vos origines et à quoi que vous ressembliez. Tant pis. Le titre est brillant, parce que c'est simple et c'est évident et c'est parfait. Bref, grosse recommandation. Au cas où c'était pas clair. Et enfin, nous allons finir cette lecture du premier coin lecture d'octobre par Miss Marple au club du mardi d'Agatha Christie. Une deuxième de mes autrices préférées, toujours confondues. Agatha Christie, donc vous le savez, j'adore Agatha Christie, vous le savez, je connais déjà un peu Miss Marple puisque j'ai lu L'affaire Prothero et Un cadavre dans la bibliothèque. Lecture de la 4e de couverture. Par contre, vous ne le savez peut-être pas, mais Miss Marple au club du mardi est le premier livre dans lequel est apparu le personnage de Miss Marple. Mais c'est un recueil de nouvelles. L'affaire Prothero est le premier roman dans lequel est apparue Miss Marple. Miss Marple, la délicieuse vieille demoiselle qui n'a jamais quitté son village et qu'on ne pensait capable que de bavarder et tricoter dans son fauteuil, serait fort habile pour résoudre les énigmes les plus déconcertantes. Qui l'eût cru ? C'est un B+. Oui, c'est un B+, bien sûr que c'est un B+. Pourquoi c'est un B+? Alors, les nouvelles sont assez inégales. Il y en a une qui est pas terrible, toutes les autres sont bien. En fait, ce que je dis souvent, ce que j'ai dit plusieurs fois concernant ce recueil, c'est que c'est une boîte de chocolat. C'est-à-dire, tu vas tous les apprécier pour des raisons différentes. Il y en a que tu vas un peu moins aimer que d'autres, mais globalement, tu vas pas passer un mauvais moment à piquer dans une boîte de chocolat, quoi. Sauf que, dans cette boîte de chocolat, il y a un truc, évidemment, le personnage de Miss Marple. Parce que ce recueil sert vraiment de présentation du personnage de Miss Marple. Et c'est édifiant de la voir commencer, en fait, dans la première nouvelle. Ils fondent le Club du Mardi. Le Club du Mardi, c'est des personnages qui aiment résoudre des énigmes. Alors, il y a un couple de nobles, il y a un évêque, il y a un ancien agent de Scotland Yard, il y a une actrice, et je crois que j'en oublie un. Je suis pas sûr, je crois que j'en oublie un. Il y a un médecin aussi, Et donc ils se réunissent et ils se... attendez, je vais vous dire un peu je vais vous le lire, ça va être plus simple. Je vais vous lire à partir de là. Quelqu'un demande à l'ancien agent de Scotland Yard s'il y a beaucoup d'énigmes non résolues. Et Joyce, c'est... je ne sais plus laquelle,
J'imagine que bon nombre de meurtres et de mystères ne sont jamais résolus par la police, dit Joyce Lamprière. C'est un fait reconnu, je crois, déclara Mr. Petherick. Je me demande, reprit Raymond West, quel genre d'esprit est le plus apte à démêler un mystère. On ne peut se défendre de l'idée que le policier moyen est limité par son manque d'imagination. C'est pas gentil, ça. C'est un point de vue de profane, rétorqua Sir Henry. Ce qu'il faut, c'est une commission d'experts, dit Joyce en souriant. La psychologie et l'imagination appartiennent à l'écrivain. Elle s'inclina ironiquement devant Raymond, qui resta imperturbable. L'exercice littéraire vous amène à sonder la nature humaine, déclare-t-il gravement, voire à dévoiler des mobiles qui échappent peut-être au commun des mortels. Bref, ils sont en train de se demander qui c'est qui peut le mieux résoudre les énigmes... les énigmes policières, et à la fin c'est Joyce qui conclut en disant « Ma foi, intervient Joyce, il me semble que nous formons une assemblée assez représentative. Si nous fondions un club, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi, pourquoi ne pas le baptiser le club du mardi? Il se réunirait chaque semaine et à tour de rôle, chacun de ses membres proposerait un problème, un mystère dont il aurait eu personnellement connaissance et dont bien sûr il détiendrait la solution. Voyons combien sommes-nous? 1, 2, 3, 4, 5. En vérité, nous devrions être 6. Et là-dessus, t'as Marple, qui n'était pas considéré dans la liste, qui dit excusez-moi, j'aimerais en être, s'il vous plaît. Et du coup, t'as les autres qui disent ah, ouais, ok, bah, on vous a pas proposé parce qu'on se disait que ça vous intéresserait pas, mais bien sûr, si vous. Tu sais, t'es poliment, quoi. Genre, bon, la petite vieille, elle veut en être, elle peut en être, quoi. Et Miss Marple va tous les défendre. Miss Marple, elle va voir venir la solution de toutes les énigmes, elle va toutes les résoudre, parce que à chaque fois, ça va lui rappeler une anecdote de son village de St. Mary Mead, et à chaque fois elle va faire la connexion, mais pas au point de vue des actes, mais au niveau de la nature humaine. Elle dit qu'elle s'y connaît super bien en nature humaine, qu'elle connaît très bien la nature humaine, parce qu'elle observe dans son village les comportements humains. Et du coup, à chaque fois, elle va faire des liens en se disant là, lui, il a réagi comme ça me rappelle telle personne qui a fait ça, donc lui, il a fait ça, lui, il va probablement faire ça, et à chaque fois, elle a raison. Et le vrai plaisir de ce recueil, c'est de voir, autant les enquêtes, il y en a des biens, il y en a des moins bien, il y en a des très bien, enfin, il y a vraiment toute la gamme de qualité. T'as vraiment l'impression d'avoir affaire aux essais d'Agatha Christie, genre, j'ai une idée, je vous la lance, je pouvais pas suffisamment l'étoffer pour en faire un roman, mais voilà, suffisamment étoffé pour en faire une nouvelle. Et souvent, ce serait un peu comme discuter de ses idées avec Agatha Christie, c'est trop cool. Mais le vrai plaisir, c'est de voir Miss Marple. Au départ, la première nouvelle, elle surprend tout le monde en donnant la solution. La deuxième, elle surprend encore tout le monde en donnant la solution. La troisième, il commence... c'est même... En fait, non, parce qu'ils mettent un temps qui est un peu frustrant. C'est à la cinquième, je crois qu'ils commencent à dire mais peut-être que Miss Marple aura la solution de celle-ci. Et sans spoiler, à la fin, ils la prennent très au sérieux. En fait, au départ... Le club du mardi se réunit pour parler d'enquêtes dont ils ont eu vent et dont ils ont la solution. Et il y a 2 nouvelles, je vous dis pas lesquelles évidemment, mais il y a 2 nouvelles où Miss Marple va aider à résoudre un cas en cours. C'est-à-dire voir un cas qui n'a pas encore eu lieu. Il y a plusieurs personnages qui vont aller voir Miss Marple en lui disant est-ce que vous pensez que vous pourrez résoudre cette affaire? Elle passe vraiment de ah bon, ça vous intéresse à héroïne, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment la voir pour lui dire Help me, Jane Marple, you are my only hope, quoi. Donc ouais, non, ça a été un plaisir de vraiment découvrir le personnage de Miss Marple tel qu'Agatha Christie a voulu qu'on le découvre. Et je pense que j'ai pas plus à en dire, vraiment, c'est le gros point fort du recueil. Énorme kiff. J'ai hâte d'écouter l'épisode d'Agatha Christie, l'épisode du podcast Agatha Christie qui parle de Miss Marple au club du mardi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire et j'ai pas encore pris le temps d'écouter ce podcast-là, mais je prendrai le temps de l'écouter prochainement. Si vous ne connaissez pas le podcast Agatha Christie, c'est un podcast auquel j'ai eu la chance et le privilège d'être invité pour parler de Rendez-vous avec la mort. Et voilà, ils font un très bon taf sur toute l'œuvre d'Agatha Christie. Et je vous invite à aller jeter une oreille parce que c'est très intéressant et c'est fait avec beaucoup de passion et beaucoup de sérieux. Et ça a été un plaisir de participer à ce podcast. Donc moi-même je vais aller écouter l'épisode qui en parle, mais avant de nous quitter, il va falloir que je vous donne déjà mes lectures du mois dans mon ordre de recommandation, parce que la semaine prochaine on parle des livres que je lis à ma petite. C'est quelque chose que vous m'avez souvent demandé, c'est quel livre tu lis à Zeldas qui est le pseudo que vous avez donné à ma fille. Donc je vais vous parler des livres que je lui lis, peut-être qu'elle participera à l'oral à cette vidéo là, on va voir. La semaine d'après, donc dans 15 jours, on parlera... Alors, j'ai pas encore décidé dans quel ordre sortiront ces épisodes, mais il y aura, dans 15 jours et dans 3 semaines, il y aura un épisode sur ma pile à lire. Je vais vous présenter comment est agencée ma bibliothèque dans laquelle je pioche mes lectures, sachant que je ne ferai pas un deep dive dedans parce que c'est une bibliothèque qui a beaucoup de catégories. Je pense que je vous ferai un épisode par catégorie pour vous dire quels livres sont dedans, qu'est-ce que j'en attends, mais ça c'est vraiment, ça va être un épisode par catégorie.
Genre, par exemple, j'ai une catégorie les cadeaux qu'on m'a fait, les cadeaux que mes proches m'ont fait. Je vais vous dire qui sont les proches en question, peut-être pourquoi ils m'ont fait ce cadeau, et qu'est-ce que j'attends des livres en question. Mais je peux pas, j'ai 300 livres dans ma pile à lire, je peux pas vous faire je peux pas vous parler en détail de tous les livres. Donc là, ce mois-ci, je vais vous dire juste quelles sont les catégories, peut-être vous donner 1 ou 2 exemples par catégorie, et on va en rester là pour le moment, pour ce mois-ci. Ça va être des épisodes un peu filler du coin lecture, parce que si j'ai bien compris, il y a une dimension un peu rendez-vous hebdomadaire que vous aimez beaucoup dans les coins lecture, et ça, c'est pas faisable si je vous parle pas d'autre chose que de mes lectures du mois. Je pense que ça peut être sympa. Si jamais ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si jamais ça ne vous plaît pas, dites-le moi dans les commentaires, et on verra. On construit ça tous ensemble, comme d'habitude. Et vous aurez également, évidemment, un épisode avec le club du coin lecture sur le livre de sang de Clive Barker. Donc voilà, si jamais vous avez envie de le lire d'ici là, je vais pas vous montrer la couverture très longtemps parce qu'il y a des gens que ça peut impressionner. Donc voilà, le livre de sang de Clive Barker qui a été tiré au sort le mois dernier, que nous avons tous lu et dont j'ai hâte de vous parler avec le club. On a déjà décidé avec qui on allait en parler. Vous allez retrouver une voix que vous avez déjà entendue dans le club du coin lecture, ce qui est plutôt cool. Et vous aurez 2 nouveaux venus également. 2 nouvelles venues, je crois. Non, il y a une nouvelle et un nouveau. Bref, vous verrez. Donc mes lectures du mois dans mon ordre de recommandation. Ah là 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 là, j'aurais pu y réfléchir avant de tourner parce que là ça va être compliqué. Alors, malheureusement, Les Chants de la Lune est dernier, et pourtant je vous le recommande. Mais ça a été un très bon mois, donc Les Chants de la Lune est dernier, mais ça veut pas dire que je vous le recommande pas, ça veut dire, ces 4-là, franchement, je les ai vraiment beaucoup aimés, et ça va être très difficile de les départager. Je pense que je vais mettre en 4e Livre de sang. Livre de sang de Clive Barker. Donc vous ne savez pas encore ce que j'en pense, je garde mon opinion pour dans 3 semaines ou dans 2 semaines, mais ça a été une lecture très agréable pour être concis. Ah là 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 là. Ah, ça c'est difficile. Ah, est-ce qu'il va oser mettre Agatha Christie 3e? Oh là 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 là. Agatha Christie 3e, Miss Marple au club du mardi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais la compétition est rude ce mois-ci. Donc tout ce que je viens de dire, découverte de Miss Marple, enfin énorme kiff quoi. C'est la fin d'une tradition, Lou Racine 2e. Lou Racine, n'importe quoi. Lou Luby avec Racine 2e. Énorme kiff, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous suggère très fort de découvrir Lou Luby, évidemment si c'est pas déjà fait. Dans cette émission sont déjà passés La fille dans l'écran qui a été un coup de cœur, Comme un oiseau dans un bocal qui a été un coup de cœur, les contes et à la fin il meurt. La véritable histoire derrière les contes de fées, ou derrière les contes tout court, qui a été un énorme coup de cœur. Racine, je peux pas dire que ça a été un énorme coup de cœur. Je peux dire que ça a été une excellente lecture. Voilà, ça fait pas partie de mes préférés de Lou Luby, et pourtant elle est 2e. Parce que Becky Lynch, The Man, Not Your Average Girl, a été une vraie découverte, un vrai coup de cœur, un gros kiff, et je vous suggère sa lecture, comme je vous l'ai déjà dit dans cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé donc cet épisode du Coin Lecture d'octobre. Un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus, et en l'occurrence ce mois-ci, j'ai complètement oublié de vous remercier mes Plectrions de niveau 3 et plus le mois dernier, c'est une honte. Mais il y a eu beaucoup de chamboulements, c'est pour ça que il y a certaines choses qui sont passées à la trappe, désolé pour ça, mais merci à Aberdeen, à Seyon, à Camille L, à Christian Dari, à Louisanna Nogo, à Joel Vorondil, à James Z et à Yavin. Évidemment, si je prononce mal vos pseudos, n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires, soit dans le salon Plectrion, sur le Discord de la communauté de Link the Sun. Le lien est dans la description. On se donne rendez-vous... Non, pardon, on se donne pas un rendez-vous demain parce que je pars demain, quand j'enregistre cette vidéo, donc j'enregistre cette vidéo, on est mardi, je pars demain, mercredi, pour la résidence, pour les capsules 4.5. J'espère vous y retrouver très nombreux et nombreuses. Les capsules 4.5 qui ont comme thème l'horreur, ça va être spécial Halloween. Elles auront lieu le 11, 12, 13 et 14 octobre à 20h sur la chaîne Twitch de Jérémy B Live. On a la chance exceptionnelle d'avoir Florent Dorin, donc l'acteur du Visiteur du Futur, comme entre autres évidemment, comme invité pour ces capsules 4.5. Je serai pour ma part en régie, j'ai écrit 2 textes qui seront joués pour cette édition, dont un spécifiquement pour cette édition, il y en a un autre qui est une re-représentation du coup. Je l'ai déjà écrit pour une autre édition des capsules et il va être repris dans cette édition-là. Bref, j'ai très hâte d'y être, j'ai très hâte de travailler dessus et j'espère vous retrouver très nombreux pour les lives. Donc ouais, pas de live ni lundi qui vient, enfin ni demain, ni lundi après, ni le 7, ni le 14. Le 14, parce que on sera en représentation. Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode.
Et on se donne rendez-vous quand même la semaine prochaine pour parler des livres que je lis à ma fille. D'ici là, bonne fin de journée à vous et à la prochaine. Ciao!